Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Taloche, votre chaîne qui parle du catch qui claque. Aujourd'hui, un petit débrief, une critique assez rapide, en tout cas j'espère, du dernier pay-per-view takeover de NXT, j'ai nommé Vengeance Day qui avait lieu le 14 février 2021, le jour de la Saint-Valentin. C'est parti. Alors pour commencer, on a eu bien sûr la finale du Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic. C'était d'un côté Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui forment une équipe déjà depuis un petit moment, depuis l'association entre les deux, il y a maintenant presque un an il me semble. Est-ce que je me trompe? Peut-être, mais en tout cas il me semble que c'était il y a pratiquement un an. Raquel Gonzalez qui a un petit peu profité de l'absence de Dakota Kai ces quelques mois pour un petit peu partir en solo, qui a fait d'ailleurs du bien à Raquel Gonzalez, je trouve en tout cas. Elle a l'air beaucoup plus dangereuse qu'elle aurait pu l'être si c'était seulement l'associé de Dakota Kai. Et du coup, dans cette finale, elles affrontent Ember Moon et Shotzi Blackhearts. Elle, par contre, c'est vraiment une nouvelle équipe, pour le coup, qui a été formée pour ce Dusty Rhodes Tag Team Classic. Une équipe sur laquelle, je vous avoue, j'ai un petit peu de mal à trouver le pourquoi du comment elle s'associe, mais pourquoi pas, ça fonctionne en tout cas sur le ring. On sent une réelle alchimie, plus les matchs passent, plus on sent une réelle alchimie entre les deux. Et c'est ce qu'on attend, d'ailleurs, d'une équipe de base. Et je trouve qu'elles se complètent plutôt bien. Voilà, dans la globalité, elles se complètent plutôt bien toutes les deux, donc c'était très très cool. C'était du coup l'opener du show, le premier match pour un petit peu démarrer cette soirée, et c'était un très bon match. C'était un très bon match, les quatre femmes ont fait un travail excellent, je trouve en tout cas. Raquel Gonzalez, comme je l'ai dit, c'est un petit peu la powerhouse, la puissante de l'équipe, et elle a très bien joué sur ça, c'est ce qu'elle a représenté durant cet affrontement. Dakota Kai aussi a très très bien joué son rôle de heel, je commence à de plus en plus l'apprécier, voilà, depuis son, entre gros guillemets, retour, avec cette nouvelle couleur de cheveux, en plus je trouve que ça lui va très très bien. Mais voilà, je trouve que les deux forment une très très bonne équipe. Et comme je dis d'ailleurs, du côté de Ember Moon et Shotzi Blackhearts, on continue l'association entre les deux. Ça commence à avoir une réelle alchimie en termes vestimentaires et aussi en termes de catch. Les deux arrivent à se compléter plutôt bien, donc ça aussi c'est un bon travail des deux. Shotzi Blackhearts qui, on va dire, est un petit peu plus mis en avant, mais ça c'est parce que c'est je pense un gros projet pour Hunter du côté de NXT. Et Ember Moon qui reste quand même un pilier. C'est bizarre de dire ça, hein, mais Ember Moon c'est un peu un pilier de la division féminine, malgré le fait qu'elle a jamais été championne, je le rappelle, autre que NXT en tout cas, et que son allée dans le main roster a été, heureusement pour nous, un retour à des bonnes fins, mais malheureusement pour elle, n'a pas réussi à percer plus que ça. C'est une victoire des Heels, c'est une victoire de Dakota Kai et de Raquel Gonzalez dans un affrontement qui me semble a duré un peu plus de 10 minutes. C'était très très bien, voilà, très très bien, j'ai beaucoup apprécié. Une victoire de Raquel Gonzalez qui porte son Spinebuster ou son Choke Slam, je sais pas du tout comment elle l'appelle. Je vais essayer de prendre des notes en même temps que je vous parle. Mais voilà, ça a très bien fonctionné, apparemment c'est un One-Armed Powerbomb, voilà, donc en gros c'est ça. Qu'elle porte, il me semble d'ailleurs, sur Ember Moon pour la victoire. Et c'était un très bon affrontement, je vous invite vraiment à aller voir. La division par équipe féminine du côté de NXT est très très bonne. Et d'après ce qui a été teasé sur les réseaux sociaux, on pourrait partir, pourquoi pas, sur un match pour les ceintures par équipe. Et ça, ce serait très très cool. Et d'ailleurs, ce que je me suis dit, après cette pseudo-annonce, en tout cas ce petit tease de la part de WWE et des femmes concernées dans cette division par équipe, c'était que la division par équipe de NXT, en tout cas féminine, est très fournie, alors que celle du main roster ne l'est pas du tout. Et du coup, j'ai envie d'en voir plus du côté de NXT pour les titres par équipe, ce serait très très cool. Et pourquoi pas même avoir des prétendantes, pas du tout des prétendistes, pas du tout, des prétendantes féminines au titre par équipe à WrestleMania qui seraient du côté de NXT, ça ce serait vraiment très très cool. Ça permettrait de mettre également NXT et des femmes d'NXT en avant à WrestleMania, ce qui n'est pas à négliger, et également mettre en avant un petit peu les ceintures par équipe qui pour moi commencent à tourner en rond malheureusement, ce qui est d'ailleurs le cas aussi, ce que j'ai dit du côté d'Impact où les titres par équipe vont peut-être tourner en rond dans les prochaines semaines. On passe au match suivant, qui était aussi un match très très plaisant, que j'ai trouvé aussi très très cool, c'était Johnny Gargano qui défendait sa ceinture de champion nord-américain contre Kushida. Kushida qui a enfin un réel programme du côté de NXT, qui est prétendant à une ceinture, ça on l'attendait vraiment beaucoup. Et le match bien sûr était de très très bonne qualité. Pour un petit peu revenir avant ça, pendant l'entrée de Johnny Gargano, pendant les préparatifs de l'entrée de Johnny Gargano, on a vu le pauvre Austin Theory qui s'est fait amener, qui s'est fait kidnapper on pourrait dire,
par, par un Dexter Lumis qui voilà, avait du chloroforme dans sa petite veste. Et c'était c'était très étrange. Voilà, ils ont un petit peu joué sur ça sur le début, avec Johnny Gargano qui voulait taper dans la main d'Austin Theory, mais malheureusement il est plus là, donc il est un peu perturbé. Ils n'ont pas joué forcément plus sur ça dans le match, parce que le match était vraiment concentré sur le on-ring et surtout sur les soumissions. Kushida qui, pour ceux qui ne le connaissent pas de la New Japan, est quand même quelqu'un de très très pro et surtout de très très technique, surtout au niveau des soumissions. Donc on a joué sur le bras de Johnny Gargano pendant tout le match. C'était très très bien fait, Johnny, il vend vraiment super bien, donc c'est super cool. Il réussit à mettre en avant Kushida d'une très très belle manière. Malheureusement pour le japonais, ce ne sera pas une victoire et du coup il va pas devenir champion nord-américain durant cet affrontement en tout cas. Johnny Gargano qui conserve sa ceinture et je trouve que c'était vraiment un très très bon affrontement. J'ai beaucoup aussi apprécié la fin qui a réussi à jouer sur l'arène en elle-même, hein, parce qu'il y avait cette plateforme, cette rampe d'entrée qui allait jusqu'au ring, directement jusqu'à la jupe du ring, et du coup on a eu un magnifique slingshot DDT, donc la finisher de Johnny Gargano désormais, directement sur la rampe d'entrée. Et j'ai trouvé ça très très intelligent, jouer avec l'environnement qu'il y a aussi autour. C'est dans le genre de choses que j'apprécie particulièrement, les petits détails du côté de NXT. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Aussi, petite dédicace à Wolverine avec la magnifique tenue de Johnny Gargano. Ça me fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. À moi, fan de comics, ça fait vraiment super plaisir. Donc c'était très très cool. Je vous invite à aller le voir vraiment. D'ailleurs, je vous invite à aller voir tous les covers parce que les matchs étaient vraiment très très qualitatifs. Et du coup, cet affrontement qui a réussi enfin à mettre Kushida en avant du côté d'NXT et du côté de WWE. Et il en avait besoin parce que voilà, depuis son arrivée, ça tourne un petit peu en rond, ça fait pas grand chose. Et là voilà, on commence à miser vraiment sur lui, même si du coup il remporte pas la ceinture, mais en tout cas il a prouvé dans ce match que c'était un compétiteur très agressif et qui pouvait vraiment filer du retordre au champion. Et je rappelle quand même que Johnny Gargano est un ancien champion NXT, donc c'est quand même pas rien non plus. Et voilà, belle performance en tout cas des deux catcheurs, et ça fait vraiment plaisir de voir des matchs comme ça. J'apprécie vraiment les matchs comme ça. Le troisième match, c'était le match pour la finale du Dusty Rhodes masculin, pour le coup. C'était MSK, Nash Carter et Wesley, les anciens Rascals du côté de Impact, pour ceux qui se rappellent et qui ont regardé Impact. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ou aller écouter ma critique sur Impact No Surrender 2021, la précédente vidéo de la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Du coup, c'était MSK contre les Grizzled Young Veterans James Drake et Zach Gibson. Un match aussi qui était très dynamique, un changement de style entre les deux équipes qui a fait vraiment une bonne alchimie. C'était vraiment très très plaisant à voir déjà. MSK est une équipe assez fraîche du côté de NXT, hein, ils sont arrivés juste pour le tournoi, enfin au tout début du tournoi, et ça a très bien fonctionné. Ça commence à aussi bien fonctionner avec les fans, avec le peu de foule qu'il y a, mais en tout cas ça fonctionne très très bien. Même sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas les deux catcheurs et qui sont très étonnés et très enjoués à l'idée de voir le in-ring de ces deux catcheurs, et c'est vraiment très qualitatif. Donc je vous invite même à aller voir si jamais vous ne l'avez pas vu du côté d'Impact. Encore une fois, je fais de la promotion d'Impact, mais si jamais vous avez envie d'en voir plus sur ces deux catcheurs, n'hésitez pas à aller voir les matchs des Rascals du côté d'Impact, et notamment un match qui me fera plaisir à moi, fan du catch par équipe d'Impact, un petit The North contre les Rascals. Ça, c'est vraiment très très qualitatif, et je pense que vous allez dire, oula, ok, les deux, on en a vraiment sous la manche, et en plus, malheureusement pour nous, on n'a pas le dernier, hein, on n'a pas le Trey Miguel, qui a décidé de rester du côté d'Orlando pour la promotion canadienne désormais. Mais voilà, c'est quand même deux bons atouts, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour eux, même si j'ai un petit peu peur que leur promo avec un micro soit très limitée, parce que malheureusement, sans Trey Miguel, ça sera un petit peu moins dynamique, et ils sont pas connus forcément pour être les meilleurs au micro. C'est peut-être là d'ailleurs où ils pêchent le plus, mais j'espère en tout cas que NXT sera là pour, en tout cas que les gens qui travaillent à NXT seront là pour relever ce niveau-là de leur côté, parce qu'ils sont vraiment tout pour eux pour le coup. Même si Nash Carter, voilà, faudrait un petit peu se remettre en forme, un petit peu des abs comme t'avais à l'ancienne, mon pote. Ça ferait vraiment plaisir. Zach Gibson et James Drake, pardon, James Carter pas du tout, et James Drake, c'est une très très bonne équipe, hein. Les Grizzled Young Veterans, c'est une très très bonne équipe. Je pense pas vraiment que j'ai besoin de l'annoncer. Je pense que la plupart des gens qui regardent NXT sont au courant de la qualité de cette équipe, venue de Grande-Bretagne d'ailleurs, je le rappelle. James Drake, c'est un petit peu mon chouchou de l'équipe parce que je trouve qu'il est vraiment sous-estimé, mais en tout cas il fait très très bien son rôle, et l'équipe, le duo avec Zach Gibson fonctionne mais tellement bien. C'est super cool, j'ai envie d'encore les voir, de toujours les voir.
Pour le coup, voilà, ils ont un petit peu, pour moi en tout cas, fait le tour du côté d'NXT. J'aimerais qu'il y ait un petit peu un renouveau aussi autour des titres, ça pourrait être très très cool, parce que je suis pas forcément le plus grand fan de Oni Lorcan et de Danny Burch. Je trouve pas forcément que ce soit l'équipe la plus charismatique, et du coup les voir en champion par équipe, ça me fait un petit peu de la peine, j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément méchant ce que je dis, parce que je les déteste pas non plus. Mais voilà, j'aimerais bien voir un petit peu de renouveau avec les Chris Young vétérantes, avec MSK, avec d'autres équipes autour, pourquoi pas même Drake Maverick et Killian Dane, ça pourrait être très très cool aussi. Donc voilà, vivement un petit peu de renouveau autour des ceintures par équipe qui sont délaissées depuis un petit moment, je trouve en tout cas, du côté d'NXT. Donc j'espère que cette finale de tournoi et ce tournoi en lui-même pourra réussir à rechanger un petit peu ce qui se passe en haut du tableau. C'est une victoire de MSK, une victoire, je vais pas dire étonnante, mais quand même, voilà, ils misent beaucoup sur eux dès leur arrivée. Donc ça fait extrêmement plaisir, j'espère en tout cas que ça se passe bien pour eux du côté des backstage. Parce que voilà, on sait que les nouveaux arrivés qui ont directement un push et qui en plus gagnent le Dusty Rhodes Tag Team classique, ça peut peut-être faire jaser derrière, mais en tout cas les deux le méritent. Donc j'espère pour eux que ça se passe bien aussi en backstage. Et j'espère du coup qu'on va voir un renouveau, comme je l'ai dit, autour de la division par équipe. D'ailleurs, un MSK contre Oni Lorcan et Danny Burch, ça pourrait être très très cool. Ça pourrait aussi pallier au fait que Oni Lorcan et Danny Burch ne sont pas forcément les mecs les plus voltigeurs et les plus dynamiques, avec cette équipe de MSK qui est quand même très très rapide, très très intense sur le coup. Wesley, qui est un catcheur que j'apprécie particulièrement. J'avais beaucoup aimé son run solo du côté d'Impact autour du titre X Division. Donc d'ailleurs, si jamais vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à taper Desmond Xavier sur la barre de recherche Google et tomber sur ces matchs d'Impact qui étaient quand même très très cool eux aussi. Victoire de MSK, on va voir la suite, en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir ces deux-là du côté d'NXT, de les voir mis en avant et d'avoir aussi une bonne performance. Parce que les deux équipes, les Chris Young vétérantes et MSK, se complètent très très bien sur un ring, donc ça c'est très très cool. J'aimerais bien même d'ailleurs revoir des matchs entre les deux, ce serait vraiment super sympa. Le prochain match, c'était un triple menace, un match à 3 pour la ceinture féminine d'NXT. C'était Io Shirai, bien sûr, la championne, l'une des catcheuses les plus merveilleuses, les plus incroyables, l'une des meilleures catcheuses, j'ai envie de dire, de la planète, qui défendait sa ceinture contre Mercedes Martinez. Mercedes Martinez qui a fait un petit tour peu fructueux du côté du main roster avec, je le rappelle, Retribution. Voilà, elle a apparu 2-3 fois avec Retribution, mais finalement ils ont dit non, tu vas pas partir dans un projet aussi nul. Peut-être qu'on va faire quelque chose pour toi du côté d'NXT. Voilà, elle est sortie d'une rivalité avec Rhea Ripley qu'elle a perdu, mais là elle est revenue en tant que ouais, vous avez compris. Voilà, et Toni Storm, du coup, fraîchement arrivé du côté d'NXT UK, un petit peu venu faire son heel turn ici. Voilà, c'était un match logique au vu de la storyline. Et une victoire aussi logique, j'ai envie de dire, d'Io Shirai qui conforte encore une fois sa place le top du top de championne d'NXT, d'intouchable, j'ai envie de dire. Et c'est justement ça, je vais pas forcément m'attarder plus sur le match que ça. Il y a eu effectivement, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, un petit botch non voulu de Toni Storm qui voulait sans doute faire passer Mercedes Martinez à travers la table, mais malheureusement la table en a décidé autrement et c'est cassé le même. Voilà, elle a dit je me tire. Voilà, il y a eu aussi le spot du coup juste après d'Io Shirai qui saute depuis directement comment on pourrait appeler ça, un poteau, d'arène directement sur les deux femmes à l'extérieur. Ça aussi c'était très très impressionnant. Et surtout ce que je me suis dit après ce match, après cette victoire de Io Shirai, qui d'ailleurs me rappelle beaucoup sa prise de titre, ce moonsault directement sur, il me semble que c'était Mercedes Martinez, pour la victoire sur Toni Storm qui était sur Mercedes Martinez. Quelle est la suite pour Io Shirai? Quelle femme peut venir un petit peu l'affronter? Ça, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à voir ce qui va se passer. Et surtout ce que je me suis dit, Io Shirai, même si je l'adore et que je suis complètement fan d'elle, quelle est la suite pour elle? Est-ce que parce que à la WWE, on sait tous très bien que c'est pas le in-ring qui est privilégié. Est-ce que vraiment NXT c'est le cas encore? Ça, on peut se poser des questions, c'est une autre question. Mais surtout, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que faire que des bons matchs, est-ce que c'est ça qui va finalement rester d'Io Shirai? Et j'ai pas l'impression que ça soit ça qui, en tout cas, continuera d'être pertinente. Voilà, j'ai envie de voir plus Io Shirai, j'ai envie de voir une grosse rivalité, vraiment quelque chose
où on se dit waouh, ok, là on touche à une réalité qui est quand même très très bien construite. Ils peuvent le faire du côté de NXT, hein, ils ont déjà fait des très bonnes réalités. Forcément, on a un petit peu cette redite de quand Asuka était championne, où elle avait un petit peu fait le tour de toutes les femmes qui étaient dans le roster, et on a eu une bonne feud, une bonne réalité avec Nikki Cross, moi qui en tout cas m'avait intéressé à l'époque, où Nikki Cross était un petit peu instable, et du coup posait un petit peu des torts à Asuka. On a eu un très bon Last Woman Standing, d'ailleurs, entre les deux du côté de NXT, je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu, mais qu'en est-il pour Io Shirai et la suite? J'ai envie de voir plus que du bon catch pour Io Shirai, j'ai envie de voir une bonne réalité, quelque chose de bien construit, quelque chose d'impactant, et surtout, bon ça c'est secondaire, j'ai envie de dire, mais qu'en est-il de Mercedes Martinez et Toni Storm? Voilà, est-ce que les deux vont un petit peu se chamailler pour dire j'ai envie d'avoir un match 1 contre 1 contre Io Shirai pour voir ce que je vaux? Mercedes Martinez, est-ce que vraiment il y a un projet Mercedes Martinez outre que c'est la vétérante qu'on a signée, donc du coup il faut la mettre en avant? D'ailleurs, je vais te poser la question, est-ce qu'elle aura pas mieux valu pour elle de signer à la AEW? Dommage pour AEW, ils n'ont pas proposé quelque chose d'assez gros apparemment. Mais voilà, je me demande pourquoi elle a pas signé du côté de AEW, parce qu'elle a fait une bonne apparition du côté de AEW, donc c'est pour moi en tout cas dommage qu'elle ait pas signé là-bas. Toni Storm, je pense qu'on mise encore sur elle, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est pas pris le tombé final. Mais voilà, est-ce qu'elle va monter dans le roster principal tout de suite? Est-ce qu'elle va continuer à faire son petit bonhomme de chemin du côté de NXT? Ça, pour le coup, j'avoue que je suis vraiment dans le flou autour de cette division féminine de NXT. Donc voilà, advienne que pourra, on attend la suite pour juger, mais en tout cas c'était un très très bon match. Pour revenir au match qui nous intéresse, c'était quand même un très très bon match. Donc voilà, allez le voir, franchement allez le voir si vous avez envie de voir 3 très très bonnes performeuses sur le ring, c'est vraiment un super match. On a eu un début du côté d'NXT également, l'ancien Eli Drake du côté d'NWA, également d'Impact, je sais, voilà, vous aimez bien un petit peu tacler sur Impact, donc oui, effectivement, Eli Drake a catché Impact, mais bon, si vous voulez vraiment vous mettre à jour, ça fait quand même plus d'1 an, voilà, qu'il est parti, donc il faudrait un petit peu vous mettre à jour. Je sais que vous avez, voilà, on aime bien critiquer Impact, c'est la chose facile, en plus, voilà, tout le monde rigole quand, voilà, vous savez, Impact, c'est un petit peu l'enfant handicapé de fond de classe, où on aime bien se moquer de lui, mais en fait, si ça se trouve, vous vous rendez compte que c'est pas bien, mais vous aimez bien quand même le faire pour amuser la galerie, donc c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Eli Drake, qui du coup maintenant se fait appeler Elite Knight, la chevalier, ou le chevalier, je sais pas comment on dit maintenant, là ou le chevalier. Dites-le en commentaire, n'hésitez pas pour le référencement, toujours, vous le connaissez, et bah ici vous dites le ou la chevalier, allez-y, c'est parti. J'ai eu aussi des critiques un petit peu faciles, effectivement, sur Eli Drake, c'est la chose facile, hein, on peut critiquer Eli Drake. Pour ceux qui se rappellent pas, la chose pour laquelle il était parti d'Impact, c'était tout simplement parce qu'il avait pas envie de faire de match intergender. Voilà, il avait pas envie de faire un match contre une femme, et il comprenait pas forcément le principe de faire des matchs hommes contre femmes. C'était à l'époque où Tessa Blanchard, repose en paix d'ailleurs, catchait encore du côté d'Impact, et elle est devenir d'ailleurs championne du monde d'Impact, et il avait pas forcément envie d'avoir ce genre d'affrontement. Je sais que maintenant, dans notre époque, là je vais sans doute me faire lyncher, parce qu'on aime bien lyncher les autres aussi sur Twitter, mais je peux comprendre que quelqu'un, un catcheur surtout, qui pratique un sport assez, j'ai envie de dire assez puritain, hein, dans la chose, ne veuille pas forcément faire de match intergender. La chose aussi que j'ai envie de dire, que je précise, je m'arrête sur le cas Eli Drake parce que c'est quand même assez intéressant, et de toute façon je pense qu'on le verra dans les prochaines semaines, donc je profite de ses débuts pour un petit peu parler de ce qu'il avait fait avant. C'est la chose facile du coup, c'est de se dire il est misogyne, ou alors il déteste les femmes, ou alors il déteste le catch intergender. C'est pas du tout le cas, il l'a dit déjà directement en interview, hein, quand il s'est expliqué sur ça, qu'il n'est pas du tout contre le catch féminin ou contre les matchs intergender, c'est juste que pour lui il faut qu'il y ait une histoire autour, et pas juste dire hop, la femme elle est là, il faut la mettre en avant, du coup elle va battre tous les hommes. Pour lui ça fonctionne pas comme ça, d'ailleurs ce que je peux concevoir, parce que je l'ai déjà dit dans d'anciennes critiques, dans des vieilles critiques, à l'époque de Tessa Blanchard encore, où je disais ça me dérange pas qu'elle ait été mise en avant ici, parce que c'était construit de manière logique, une histoire logique, qui était très très bien faite, et on jouait pas sur le côté girl power, comme on peut le dire. De toute façon dans tous les cas il faut le dire, hein. Je pense que ce serait hypocrite de dire le contraire, mais il y a un mouvement
qui n'est pas un mouvement négatif, bien au contraire, c'est un mouvement très positif où on prône l'égalité entre les sexes, et surtout la mise en avant des femmes dans tous les corps de métier, c'est très très bien. Mais il faut le faire, en tout cas dans le catch, parce qu'on raconte des histoires, d'abord dans le catch, je le rappelle, il faut raconter une histoire autour de ça. On peut en profiter pour raconter des histoires belles, des histoires intéressantes aussi, ce qui a été le cas d'ailleurs avec Tessa du côté d'Impact, ça a été fait de manière très intelligente. Malheureusement, elle ne l'est pas, donc forcément, ça s'est un petit peu fait gâcher. Mais voilà, il voulait surtout que ça soit fait de façon intelligente, et ça, pour lui en tout cas, les propositions qui ont été faites à l'époque, ça par contre je pourrais pas forcément m'attarder plus sur ça que les informations qu'on a, parce qu'il n'a pas forcément dit les propositions qui avaient été dites à l'époque, mais pour lui les propositions n'étaient pas forcément intéressantes et pas pertinentes de son point de vue toujours. Donc je peux comprendre en tout cas le refus. Malheureusement ça a pris des proportions assez énormes, d'ailleurs même je pense que la plupart d'entre vous ne savent même pas qu'il a fait une interview pour parler de ça après. Mais voilà, Eli Drake, maintenant LA Knight, a été un petit peu rangé dans la case misogyne, un petit peu la case Ryback. Voilà, Ryback s'y trouve déjà depuis quelques années, mais lui apparemment ça lui plaît. Mais voilà, je pense vraiment qu'il faut que vous vous intéressiez à la carrière d'Eli Drake, à ce qu'il peut proposer, et surtout à sa capacité au micro à présenter quelque chose. Il l'a très très bien fait dans les épisodes d'NWA Power, qui sont pour le coup la chose la plus récente sur laquelle on peut se baser, je le rappelle, pour lui en tout cas. Donc je vous invite vraiment à aller voir les promos qu'il a fait du côté d'NWA, qui sont quand même des très très bonnes promos. Il fait partie du haut du tableau, un des promos même quand il était du côté d'Impact, d'ailleurs c'était le haut du tableau. Il a également une grosse carrière, hein, il a Drake, ça on se rend pas compte, mais ancien Sean Seeker il me semble, je ne sais plus exactement, vous pouvez me corriger en commentaire. Mais avant il se faisait appeler autrement, et il avait eu une grosse carrière, même à l'époque de NWA version un petit peu du pauvre, qu'il y avait eu dans les années 2000, milieu des années 2000, milieu des années 2010. Donc je vous invite vraiment à aller voir si vous êtes curieux, et si vous maîtrisez l'anglais bien sûr, parce que vraiment c'est sur ça qu'il mise le plus gros, c'est les promos. D'ailleurs, pour la petite parenthèse pour finir ça, il me rappelle beaucoup Mr. Anderson, Mr. Kennedy, pour les WWE puristes, qui était très très bon en promo. Et ben voilà, Eli Drake maintenant, LA Knight me rappelle beaucoup Mr. Kennedy dans ses promos. Il est vraiment un côté intense, un côté impulsif, voilà, la petite phrase voilà, qui pique, et c'est vraiment très très cool. Donc j'ai hâte de voir la suite pour lui. Je sais pas si on va surtout miser sur lui pour le micro, ou s'il va vraiment rentrer dans des rivalités, et peut-être même que si la proposition donnée est pertinente pour lui, il fera de l'intergender, pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de dire. On termine cette critique avec le main event. C'était le titre NXT, bien sûr, qui a été remis en jeu par Finn Balor contre Pete Dunne, qui, voilà, c'était une très très bonne rivalité, elle est très bien construite, même si on a toujours un petit peu ce goût amer voilà, de l'arène sans public, de tout ce qui est mis autour. Voilà, on a un petit peu du mal, mais en tout cas la promo, en tout cas la rivalité en elle-même était très très bien construite. Malheureusement, le groupe de Pete Dunne, il tombe un peu dans l'oubli hein, à travers tout ça. J'adore Pete Dunne, ça je l'ai déjà dit, il me semble dans des très vieilles critiques. Même à l'époque d'ailleurs où je faisais pas de critique, je disais sur Twitter que Pete Dunne était un gros futur talent. D'ailleurs à l'époque même du premier NXT UK Tournament, je l'avais dit directement, j'avais dit lui, ça sent le fric hein, vraiment. Et je me suis pas trompé, parce que Pete Dunne c'est vraiment un gros projet WWE. Donc j'ai hâte de voir ça. Finn Balor, le champion ultra dominant, ça pour le coup, voilà, dès qu'il arrive c'est un vrai champion. Lui on sent le charisme, on sent l'intensité, on sent, voilà, les caméras sont sur lui. Et c'est voilà, c'est du bon boulot. Le match en lui-même est très très cool, il est assez violent, mais j'ai l'impression que Finn Balor prend un plaisir monstre à faire des matchs violents depuis quelques mois maintenant. D'ailleurs, hein, je pense que sa mâchoire s'en rappelle encore du match contre Kyle O'Reilly. Mais voilà, c'était un très très bon affrontement. Bien sûr, Pete Dunne, il mise sur les doigts de Finn Balor pour prendre l'avantage, ce qui a été le cas d'ailleurs pendant la plupart du match. Finn Balor va essayer de contrer ça en utilisant le genou de Pete Dunne, ce qui est assez intelligent parce qu'il porte pas de genouillère, ce con. Donc forcément on mise sur les parties visibles. Et c'était très très bien foutu. Je vais pas faire du play-by-play parce que c'est pas forcément ce qui est intéressant pour le coup. Mais vraiment ce match était, je trouve, très très bon. Dans la lignée du Kyle O'Reilly Finn Balor. Dans la lignée d'ailleurs de ce que présente Finn Balor depuis son retour à NXT. Donc un match pas forcément incroyablement dynamique avec de la voltige de partout qui enchaîne bien, mais un match surtout intense
où on ressent beaucoup les coups. Je pense que il se rappelle un petit peu de sa carrière à la New Japan, Finn Balor pour le coup. Mais voilà, c'est le genre de match que moi j'adore vraiment. C'est des purs main events. C'est des purs main events. C'est quand, dans ma tête, je pense à un champion et un main event d'un gros show. Je pense à ce genre d'affrontement parce que réellement il y a tout. Finn Balor est pas forcément le plus gros poids lourd, donc la voltige passe très bien, mais il est également très costaud, donc on a aussi un petit peu de brawl directement pur, directement. Aussi de la technique, le mec est tellement complet, et en plus Pete Dunne lui aussi, il arrive très bien à se mettre dedans, donc c'est incroyable. Une très bonne alchimie entre les deux. J'espère pour le coup que Pete Dunne va pas forcément disparaître après ça, et peut-être même pourquoi pas une revanche, mais bon, vu la suite des événements, je pense pas. Et c'est quand même une victoire de Finn Balor avec un... je vais pas me tromper cette fois-ci, je me trompe à chaque fois, avec un Bloody Sunday. Avec un Bloody Sunday, voilà, on peut le dire désormais, ou un 1916, si, voilà, s'il faut le renommer façon WWE. Chose qui m'a un petit peu étonné, c'est vrai que du côté d'NXT, on se permet un petit peu plus de choses du côté des prises, mais c'est vrai qu'un Bloody Sunday en fin, qui est en gros une sorte de brainbuster, c'est assez étonnant de voir ça du côté WWE, donc ça m'a étonné, mais ça m'a fait plaisir. Et je suis très content de la victoire de Finn Balor. Malheureusement ou heureusement, après, Oney Lorcan et Danny Burch viennent attaquer le champion. Pete Dunne, lui aussi, se mêle à la fête, bien sûr, vu qu'il fait partie du groupe. Et bien sûr, on a le sauvetage de qui? On a le sauvetage de l'Undisputed Era, Kyle O'Reilly, Roderick Strong et Adam Cole qui viennent sauver le champion. Voilà, les Undisputed Era qui est considéré comme face, et surtout parce que cette réalité entre Kyle O'Reilly et Finn Balor était très bien, et surtout teintée de respect. Donc c'était très logique que Undisputed Era vienne à la fin du show, tout simplement. Kyle O'Reilly qui tend la main à Finn Balor, celui-ci qui la prend et qui serre la pince, tous les deux. Et puis ensuite, l'Undisputed Era qui commence à prendre la pause, Finn Balor qui prend la pause avec eux. Là on se dit putain, Finn Balor qui rejoint l'Undisputed Era. Mais Adam Cole, du coin de l'œil, hop, petit super kick sur le champion, on prend l'avantage. Roderick Strong et Kyle O'Reilly sont un petit peu étonnés. Qu'est-ce que tu fais, mon pote? What the fuck? On est là, on lui a sauvé les miches, on est gentil maintenant, on est les good guys désormais. Kyle O'Reilly qui est très étonné. Du coup, il se prend un super kick lui aussi. Voilà, Adam Cole qui lui refile un super kick. Toi aussi, mon pote, t'as qu'à pas prendre mon spotlight. Et du coup, voilà, on a Roderick Strong qui est étonné, qui regarde Adam Cole partir sur la rampe d'entrée. Et qui regarde aussi son ami Kyle O'Reilly au sol. Et là, on est dans la stupeur. Adam Cole qui regarde d'un air énervé. Et surtout, j'ai envie de dire, d'un air vengeur. Voilà, Vengeance Day. Donc, c'était pertinent. Et surtout, le heel turn de Adam Cole, qu'est-ce que c'est pertinent. C'est lui, le leader des Disputed Era, qui s'est fait prendre son spotlight, qui s'est fait prendre sa mise en avant par son ami, Kyle O'Reilly, son ami de toujours, son ennemi aussi, de toujours j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, il a mis son ego de côté pendant un certain temps, mais maintenant, il faut arrêter ça. Il faut désormais que le chef redevienne chef, quitte à ce que les amis en pâtissent. Voilà, donc c'est un heel turn d'Adam Cole sur le champion et sur son best friend, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très cool. C'est très cool, ça a été très bien fait. J'ai hâte de voir la suite autour de Adam Cole. Je sais qu'il a se positionné comme un heel important. Il n'a pas besoin forcément de Disputed Era, contrairement aux autres, je trouve, pour être en avant. Parce que Adam Cole, c'est Adam Cole Baby, je le rappelle, c'est quand même un événement à lui tout seul. Les Disputed Era ont un petit peu profité également de la mise en avant d'Adam Cole et surtout du charisme d'Adam Cole pour être eux en avant. Ça a très bien fonctionné, ça date depuis 2017, désormais à Disputed Era. Je m'attendais pas du tout à ce heel turn, en tout cas pas maintenant. Mais ça a été très bien fait, j'ai hâte de voir la suite. Kyle O'Reilly va-t-il comprendre l'acte de son ami Adam Cole, de son ami de longue date, Future Shock, je le rappelle, pour les plus anciens. Roderick Strong va-t-il prendre le chemin du côté obscur, ou va-t-il rejoindre la force du côté de son ami Kyle O'Reilly? Est-ce que Adam Cole se positionne comme le prochain challenger de Finn Balor? Ça, c'est une des questions aujourd'hui sans réponse, mais sur lesquelles on aura des réponses plus tard dans les prochaines semaines. Et est-ce qu'on aura, pourquoi pas, un gros match pour WrestleMania pour le titre NXT avec les protagonistes qui sont sur le ring et pourquoi pas même d'autres? Ça serait très cool. On se quitte sur ces mots, on se dit à la prochaine pour une prochaine critique. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Un maximum de commentaires, positifs ou négatifs, mais toujours construits, c'est ça l'avantage ici. Il faut qu'on soit tous construits pour se respecter les uns les autres. Et n'hésitez pas non plus à me suivre
sur Twitter, @lataloche pour l'arrobase directement pour le Twitter de la chaîne, et @taophilpw pour mon Twitter un peu plus personnel où je parle plus de catch, où je suis parfois un petit peu salé, hein. Ça je pense que Leroy peut le constater. Allez, on se dit à plus, bisous.